Dans quelques minutes, la seconde table ronde de cette dernière journée des rencontres de l'avenir de l'intelligence artificielle, tout comprendre sur ChatGPT. Et je vous demande d'accueillir autour de Pierre Bentata, Laurent Alexandre et Raphaël Dohan. Bonjour. C'est assez incroyable et imprévu qu'il y ait autant de monde. Peut-être que c'est Luc Ferry qui vous a donné envie de parler un peu plus d'IA. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va tenter d'aller encore un peu plus loin, d'avoir d'abord l'avis de deux autres experts sur le sujet, puisque vous avez la chance d'avoir ici deux des personnes en France qui connaissent le mieux le sujet. Pour cause, Laurent Alexandre, lui, a écrit le premier livre sur l'IA en France, La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT. Et Raphaël Dohan a écrit un livre avec une IA. C'est le premier livre écrit en partie par une IA, parce qu'il la corrige un petit peu, qui s'appelle « Et si Rome n'avait pas chuté ». Je vous conseille vraiment ces deux livres si vous avez envie de comprendre ce que peut faire une IA et surtout quelles sont ses limites, comment ça fonctionne, ce dont on va parler ce matin. Mais nous avons aussi une actualité particulière sur l'IA. Alors peut-être que vous n'en avez pas entendu parler parce qu'il faut être vraiment accro et il faut être sur les réseaux sociaux. Mais Sam Altman, qui est vraiment le dirigeant de l'IA qui est la plus utilisée aujourd'hui, a été viré puis réintégré en 2 jours. Et ça pose une vraie question sur ce qui se passe dans l'écosystème, puisque c'est quand même une affaire en partie économique. Ça pose une vraie question sur ce qui se passe à l'intérieur de ce secteur et à quel point c'est un secteur qui bouge vite. Donc avant de parler en détail de ce qu'on peut faire avec une IA et puis d'essayer d'avoir une vision un peu spéculative sur ce qu'elle fera plus tard, j'aimerais bien avoir, et je pense que vous aussi, l'avis de nos deux experts sur ce qui s'est passé dans ChatGPT, OpenAI, et puis plus globalement dans cet écosystème des intelligences artificielles. Raphaël, vas-y. Je commence. D'abord, merci à tous pour votre présence et votre accueil ici à Saint-Raphaël. Alors, oui, donc OpenAI, c'est la société qui a fait ChatGPT, dont vous avez tous entendu parler, et elle était présidée par son CEO, Sam Altman. Mais OpenAI, à l'origine, n'était pas censée être une société commerciale. Elle n'avait pas pour but de produire un ChatGPT qui serait acheté, enfin, tout le monde s'abonnerait à travers le monde et d'avoir des revenus faramineux. À l'origine, OpenAI avait été fondée plutôt comme une fondation, une société à but non lucratif, pour encourager à la recherche en IA de manière sûre, fiable, éviter aussi que l'IA tombe entre les mains de grands monopoles qui seraient ceux de Google ou de Microsoft. Il se trouve que, comme vous avez peut-être pu le constater, l'ambition d'OpenAI a changé avec le temps. C'est devenu en fait une société commerciale. Mais cette différence de vision est restée parmi les membres d'OpenAI. Et c'est sans doute... Alors c'est encore difficile de savoir exactement ce qui s'est passé, les raisons pour lesquelles il y a eu cette espèce de coup d'État à demi raté au sein d'OpenAI ce week-end. Mais c'est sans doute une des raisons qui est qu'une partie du conseil d'administration et des membres d'OpenAI voulaient garder une approche à la fois ancrée sur la recherche fondamentale, disons, et la sécurité des IA et le risque posé par les IA, et d'autres, dont Sam Altman, le président, qui avait une vision plus commerciale, disons, ou en tout cas plus accélérationniste, comme disent certains Américains, qui vise à aller le plus vite possible vers des IA plus puissantes et de les mettre dans les mains des utilisateurs. Et donc c'est sans doute ce conflit, un peu de philosophie finalement sur l'IA qui est à l'origine de ce coup d'État raté. Alors un conflit philosophique, mais aussi pour toi, Laurent, un conflit technique. Il est normal qu'il y ait énormément d'émotions, énormément de politique, énormément de psychologie, énormément d'interrogations dans cette bataille pour le contrôle de l'intelligence artificielle. La quasi-totalité des startups de l'intelligence artificielle sont en train d'être rachetées, contrôlées par les géants de la Silicon Valley. Google, Facebook, Amazon, Microsoft. D'ailleurs, le premier actionnaire d'OpenAI, de ChatGPT, dont on vous a dit le caractère absolument révolutionnaire, c'est Microsoft. C'est un enjeu en milliers de milliards de dollars. Les intelligences artificielles sont en train de dépasser l'intelligence humaine. C'est un moment inédit dans notre histoire qui déchaîne des passions et qui déchaîne des guerres technologiques. Donc ce qui se passe depuis 24 heures autour de Sam Altman, le créateur de ChatGPT, de GPT-3 puis de GPT-4, est normal. Il est normal que le contrôle de la principale ressource du XXIe siècle, qui est l'intelligence artificielle, suscite des passions, des déferlements de testostérone et beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations. Et d'ailleurs,
le créateur des intelligences artificielles modernes, Geoffrey Hinton, a démissionné de Google cet été et vient de déclarer « Il faut que nous nous habituions au fait que nous ne sommes plus la première espèce intelligente sur Terre. Nous, humains, nous sommes désormais la deuxième espèce la plus intelligente sur Terre, derrière l'intelligence artificielle. » Vous voyez que cette situation tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité ne peut que générer des passions, passion philosophique, passion religieuse, passion intellectuelle, mais également passion industrielle et capitalistique, comme on le voit depuis 24 heures. Alors c'est vrai d'ailleurs, tu parles de Hinton, il a dit que c'était très terrifiant ce qui se passait, que même lui revenait, qu'il avait peur que l'IA vraiment nous surpasse très rapidement. Une petite remarque quand même, il a conservé ses actions dans toutes les boîtes qui font de l'IA. Donc, bon, il y a quelque chose qui quand même l'intéresse ou qui n'inquiète pas tant que ça. Mais alors, si ça déchaîne autant de passion, c'est bien qu'on peut faire plein de choses avec cette IA. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà faire aujourd'hui ? Oui, c'est ça qui est intéressant. On parle souvent, quand on a des débats sur l'IA, de vision à assez long terme. On imagine voilà, le moment où on aura la capacité d'inventer des nouveaux médicaments, des nouvelles solutions thérapeutiques, des nouvelles solutions mathématiques peut-être, grâce à une intelligence plus puissante que les humains. Peut-être qu'un jour on y arrivera, mais en l'état actuel, on peut déjà faire beaucoup de choses avec les modèles qui sont apparus dans les 10 dernières années, en gros, et particulièrement avec les fameux grands modèles de langage, donc comme ChatGPT, dont Luc Ferry vous a parlé hier, qu'on a maintenant, qui sont accessibles au public depuis 2 ans, et certains des meilleurs sont accessibles, comme GPT-4, depuis très peu de temps. On peut déjà faire beaucoup de choses, et je pense que même si la recherche s'arrêtait là, en quelque sorte, rien que l'application de ces modèles à des usages pour les particuliers, pour les entreprises, pour les administrations, permettrait déjà de faire des gains de productivité immenses en fait, pour nos économies. La première chose, c'est qu'en fait, on se rend compte avec les modèles de langage en particulier, qu'on peut automatiser des tâches qui auparavant nous semblaient être réservées à l'intelligence humaine. Est-ce que ça veut dire que la machine est intelligente ? À la limite, le débat n'est pas là. C'est plutôt de savoir que, voilà, un peu comme au 19e siècle, la révolution industrielle a permis d'automatiser, de mécaniser des tâches physiques que faisaient des artisans, et bien maintenant, des tâches que des gens faisaient avec leur cerveau peuvent être automatisées par des modèles de langage. Donc ça peut être bien sûr, alors le plus évident ce serait en communication, quoi, pour du marketing, pour faire de la publicité, pour faire de la rédaction de petits scénarios, pour faire tous les textes en fait dont on a besoin dans beaucoup de domaines. Mais ça va plus loin aussi avec la capacité à faire du code, parce que parmi le texte, il y a un type de texte particulier qui est le code informatique, qui permet de faire des programmes, et la possibilité pour un modèle comme GPT-4 lui-même de coder quelque chose, de coder un programme, un logiciel sur demande, c'est très très puissant, parce que ça veut dire que n'importe qui, potentiellement, qui aurait besoin de quelque chose pour automatiser une tâche, là, qu'il fait tous les jours, mais sa boîte, son patron ne va pas payer une entreprise de logiciels pour lui faire exprès un logiciel juste pour lui, et ben, en fait il pourrait le faire maintenant. Ça devient envisageable, donc plein de choses qui nous ralentissent dans la vie de tous les jours peuvent être automatisées par la simple capacité, entre guillemets, à produire du code. Donc voilà, il y a à la fois la création de textes pour communiquer et la création de textes pour construire en fait des outils qui est possible dès maintenant, et ça c'est assez puissant. Et ce qui me semble fascinant là-dedans, Laurent, c'est que on nous a dit depuis très longtemps que pour comprendre les nouvelles technologies et pour avancer dans les nouvelles technologies, il allait falloir être très compétent dans les matières techniques. Et en fait, pour bien utiliser ChatGPT, bien sûr, il faut comprendre comment ça marche, mais il faut surtout savoir s'exprimer correctement. Oui, bien sûr. La question n'est plus d'être informaticien. On n'a pas besoin d'être informaticien pour écrire un logiciel aujourd'hui. ChatGPT peut le faire. D'ailleurs, c'est la première fois de ma vie où j'écris du code. J'ai eu une quinzaine de startups faisant de l'informatique, dont Doctissimo, des boîtes où il y avait beaucoup d'informatique. Mais moi, c'est mes collaborateurs qui écrivaient les codes. Moi, j'ai jamais écrit une ligne de code. J'ai commencé à écrire du code informatique depuis qu'il y a ChatGPT 4, parce que ChatGPT automatiquement génère du code informatique. Mais au-delà des applications simples dont parlait Raphaël, ChatGPT et ses équivalents commencent à faire des choses extraordinaires. Il y a 72 heures, Google a présenté sa nouvelle intelligence artificielle météorologique. C'est une intelligence artificielle qui prévoit beaucoup mieux le temps dans le monde entier que la totalité des ingénieurs météorologistes et de tous leurs ordinateurs géants, sur un ordinateur de bureau simple avec un seul microprocesseur,
en 50 secondes. Autrement dit, Google fait mieux que 30 000 ingénieurs météorologistes avec des milliers d'ordinateurs répartis sur la Terre en 50 secondes, avec un petit ordinateur de la puissance d'un téléphone portable, de l'iPhone 15. Donc ça, c'est quelque chose de révolutionnaire qui va avoir des applications immédiates, et on peut dire la même chose en médecine. Nous sommes face à une accélération de l'histoire. Vous voyez, le 29 novembre 2022, la veille de la sortie de ChatGPT, ce que fait GPT-4 en médecine aujourd'hui, je n'imaginais pas que ce soit possible avant 2040 ou 2050. Nous sommes face à une révolution industrielle absolument incroyable, notamment dans le domaine de la médecine. Il y a cette histoire qui a beaucoup troublé, c'est l'un des premiers exploits médicaux de ChatGPT 4 aux États-Unis. C'est une maman dont le petit enfant avait des douleurs chroniques absolument insupportables. Elle a fait la tournée des 17 plus grands spécialistes américains de la douleur. Personne n'a trouvé ce qu'avait son gamin. Personne n'a soulagé les douleurs de son gamin. Et puis on lui a dit, mais pourquoi tu n'irais pas essayer GPT-4 ? Elle est allée sur ChatGPT version 4, qui a trouvé la réponse en quelques secondes, là où les meilleurs spécialistes américains de la douleur avaient séché pendant des mois et des mois et des mois. Vous voyez, la capacité de ChatGPT à nous dépasser, à nous sublimer, à nous renforcer, est absolument extraordinaire. Cela permet de faire des choses simples, comme l'a dit Raphaël, mais ça permet aussi de réaliser des exploits. Il faut que nous nous projetions dans un futur où nous allons être complémentaires, où nous allons vivre avec l'intelligence artificielle qui va nous accompagner en permanence. Et franchement, hein, qui a GPT-4 dans la salle ici, là ? Non, soyez pas timide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, vous déconnez. Il faut... Non, mais vous ne pouvez pas rester à côté d'une révolution de cette nature-là. C'est comme si vous aviez refusé l'électricité en 1896. Ce n'est pas possible. Et c'est à la portée de n'importe qui. Donc cet après-midi, vous téléchargez tous la version 4, GPT-4 sur votre téléphone portable. Vous allez voir, c'est aujourd'hui un outil indispensable pour comprendre le monde et pour se mouvoir dans le monde incroyablement complexe dans lequel nous allons nager demain. Et j'ajouterais une chose à ce que dit Laurent Alexandre, c'est si vous téléchargez ChatGPT dans sa version plus, donc avec la version 4, il faut éviter de faire ce que beaucoup de gens ont fait, c'est-à-dire de poser une première question comme si c'était un moteur de recherche. ChatGPT n'est pas Google. Donc si vous lui demandez, par exemple, vous mettez votre nom et que vous vous demandez voilà, qui est monsieur machin, il va probablement vous dire quelque chose de faux parce que il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour vous donner des informations factuelles. Alors sur certaines grandes informations, sur certains grands faits, il peut vous le faire. Si vous lui demandez quand est né Napoléon, il saura. Parce que ça a été vu beaucoup de fois sur Internet, donc dans sa base d'entraînement. Mais en revanche, il n'est pas fait pour vous retrouver des informations. C'est un transformateur, en fait. Il faut l'imaginer comme étant quelque chose dans lequel vous lui donnez une consigne, des éléments de fait, pourquoi pas, et ensuite vous transformez ça avec lui. Donc vous lui donnez par exemple, on pourrait imaginer que là, quelqu'un enregistre, on enregistre cette conférence, elle est transcrite automatiquement par IA en texte, et que ce texte ensuite soit converti en une sorte de cours par exemple, ou de résumé, ou d'autres choses, par ChatGPT. Mais on ne va pas demander à ChatGPT d'imaginer ce que nous avons dit sans qu'il le sache. Donc il faut vraiment se souvenir que ce n'est pas un moteur de recherche, c'est un transformateur en réalité. Mais il est capable de prédiction. Il est capable de prédiction et il est capable de prévoir des choses à partir du passé. Notamment, je lui ai demandé d'imaginer quel pourrait être mon prochain bouquin. Et à 90%, il a résumé mon futur bouquin. Il a imaginé mon futur bouquin à partir de l'historique de mes anciens livres, ce qui montre qu'il a une capacité d'imagination sur le futur qui est supérieure à ce qu'on imaginait. Mais en médecine, c'est particulièrement impressionnant, et en plus vous avez la chance d'avoir eu une intervention hier d'un grand spécialiste de l'intelligence artificielle en santé qui est le professeur Tenière, qui est là au premier rang. La médecine va être un secteur absolument extraordinaire pour l'intelligence artificielle, et je vous invite tous à suivre ce chantier parce que
la médecine va être transformée, votre santé vont être transformées par l'intelligence artificielle. C'est vraiment un endroit où des prodiges vont être réalisés par l'intelligence artificielle et c'est un sujet qui nous concerne, enfin, surtout à mon âge, alors que je fais partie de la génération en pré-Alzheimer. C'est vrai que le fait que l'IA puisse nous aider, par exemple, à trouver des traitements contre l'Alzheimer me touche personnellement puisque j'ai quasiment 64 ans aujourd'hui. Donc, révolution dans la médecine, ça on le comprend bien. On comprend bien la révolution dans l'entreprise. Pourquoi on nous dit que ChatGPT, pour les individus eux-mêmes, c'est une sorte où c'est la promesse d'avoir un assistant connecté, une sorte de petit génie qui reste avec nous au quotidien? Qu'est-ce que ça traduit? Qu'est-ce qu'il va faire pour nous au quotidien? C'est vrai que la meilleure métaphore en fait sur ce que ChatGPT peut apporter à quelqu'un, c'est comme si vous aviez une infinité de stagiaires dans votre poche en fait, de stagiaires bons en plus, qui font pas de fautes d'orthographe, voilà. qui sont vraiment pas mauvais, qui parfois sont pas tout à fait fiables sur les informations, donc faut un peu vérifier ça, ou alors faut leur donner la matière première, encore une fois, mais quand même, et qui travaillent très vite, qui sont toujours disponibles, et qui sont jamais ni en colère, qui rechignent pas au travail, etc. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir, et évidemment si tout le monde avait accès à une infinité de stagiaires, on ferait beaucoup plus de choses dans la vie de tous les jours, à la fois dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle. Donc c'est très clair que ça va aller très vite. Après il y a des industries, des secteurs qui seront plus concernés que d'autres. D'abord il y a l'aspect physique qui reste une contrainte. Alors certes on commence à avoir de la recherche très intéressante pour appliquer les techniques d'IA et notamment les modèles de langage à l'intérieur de robots, ce qui sera extrêmement prometteur, mais on est encore plutôt au balbutiement de tout ça. Donc toute la partie, voilà, tout le travail mécanique reste encore un peu à l'écart de ça. Mais par exemple, l'industrie culturelle va être touchée très immédiatement, très rapidement, par à la fois les modèles de langage comme ChatGPT et par les IA de synthèse d'images. Moi, je suis absolument persuadé que dans moins de 5 ans, peut-être même dans moins de 2 ans, ce sera assez facile pour un étudiant en cinéma, sur son ordinateur portable, dans sa chambre, de faire un film entier avec un niveau de qualité visuelle qui sera identique à celui d'une grosse production de Disney ou de Marvel, quoi. Et ça change évidemment tout. Je pense que c'est plutôt c'est tout à fait une bonne chose pour la création, parce que ça veut dire qu'on rebat les cartes et en fait on équilibre le terrain entre les très gros studios de production et les réalisateurs indépendants, dans le cas du cinéma. Faire un film, ce sera aussi peu cher que écrire un roman, en quelque sorte. Donc ça a évidemment beaucoup d'avantages. Les inconvénients, évidemment, c'est qu'il y a des tâches qui vont être remplacées tout de suite, et il y a des métiers, parfois, qui vont être très bousculés. On peut penser aux doubleurs au cinéma. Là, on a vu des IA qui sont capables de transcrire, de traduire une voix, en gardant la voix et l'intonation originale, ce qui est un truc qu'un doubleur ne peut pas faire, par définition. Pareil pour beaucoup d'illustrateurs qui, je pense, ne seront pas totalement remplacés. Il y aura toujours besoin d'artistes, de peintres, de dessinateurs pour plein de métiers, mais simplement pour avoir les petits boulots alimentaires qui permettent de commencer une carrière, pour faire des petits dessins pour des sites, pour faire des couvertures de romans auto-édités, des choses comme ça qui permettaient de vivre quand on était un étudiant dans ce domaine-là. Là, clairement, ce sont des choses où les clients vont se tourner vers l'IA. Donc ce sera plus difficile de naviguer une carrière, même si, à la fin, les meilleurs resteront présents dans le secteur. Si tu me permets un commentaire, l'un des grands spécialistes de l'économie du cinéma a déclaré cet été qu'en 2030, on pourra faire un film de la complexité d'Avatar sur son téléphone portable en 30 minutes, par l'intelligence artificielle. Oui, mais il ne faut pas vous tromper, vous savez, le patron de NVIDIA, qui est le principal producteur de microprocesseurs, de puces électroniques, pour faire de l'intelligence artificielle, qu'on appelle les puces GPU, hein, le patron de NVIDIA a déclaré cet été qu'en 2032, l'intelligence artificielle serait 1 million de fois plus intelligente que GPT-4. Donc nous sommes dans une croissance absolument incroyable de l'intelligence artificielle, comme l'a montré les résultats fantastiques de Google la semaine dernière en matière météo. Donc de faire un film entier de la complexité d'Avatar sur son téléphone portable en 30 minutes en 2030, c'est quelque chose qui semblera banal, vu la croissance absolument explosive de l'intelligence artificielle depuis novembre 2022, c'est-à-dire 1 an. Cette révolution n'a qu'1 an, elle est extrêmement récente et nous ne sommes qu'au tout début de l'explosion de l'intelligence artificielle et Raphaël a bien raison de le souligner. Et ce qui veut dire aussi que, par exemple, on peut très bien imaginer que dans pas longtemps, Netflix non seulement vous propose les films qui pourraient le plus vous plaire, mais vous synthétise d'emblée les films qui correspondront à vos goûts. Et s'il a vu que vous aimez beaucoup Louis de Funès, mais que vous aimez aussi beaucoup Alien,
il va vous faire un film où Louis de Funès se retrouve dans l'espace avec des aliens, et ça vous plaira énormément, et vous regarderez plus rien d'autre que ce qui aura été créé expressément pour vous. Donc ça, peut être d'ailleurs quelque chose d'un peu inquiétant de se dire qu'on verra plus jamais les mêmes films et qu'on n'aura plus de références communes. On pourra plus à la machine à café se dire « Ah tiens, t'as vu le nouveau film ? Bah non, moi j'ai pas vu le même que toi. Moi, il était fait pour moi expressément. » En tout cas, regardez bien les dessins du génial Xavier Gors qui C'est vraiment excellent. il est toujours extraordinaire. Il est toujours extraordinaire et il a une façon de voir tous les sujets et pas seulement l'IA, génial. Et on voit que l'IA ne tuera pas les créateurs de grands talents comme Xavier. Alors justement, vu que tu commences à parler au futur, je sais que c'est toujours très hasardeux de faire ça, mais est-ce que vous pouvez tenter une sorte de projection ? Qu'est-ce que sera l'IA, en admettant qu'elle dépasse le plafond que certains considèrent qu'elle est en train d'atteindre, d'ici, allez, entre 50 et 100 ans ? C'est pas grave, on sera certainement tous morts, donc personne pourra nous en vouloir si on s'est planté, mais pour essayer d'avoir une sorte de tendance, de projection générale de ce qu'on pourra faire si ça continue à se développer. Alors, on sera tous morts. Ah oui, toi, je sais que tu n'es pas d'accord. Non. Google ne le pense pas. Ray Kurzweil, le vice-président de Google, a déclaré il y a 2 mois que la puissance de ChatGPT progresse tellement vite qu'il n'exclut pas que la mort de la mort puisse débuter dès 2029. Donc une partie de la Silicon Valley pense que l'IA va nous empêcher de mourir parce qu'elle va permettre de faire des progrès tellement rapides et tellement exceptionnels dans les sciences du vivant que finalement l'euthanasie de la mort ne serait plus un fantasme et deviendrait une réalité. N'oubliez jamais que Google a créé une société destinée à nous rendre immortels, Calico, une société destinée à accélérer la mort de la mort, à euthanasier la mort. Donc sur la mort, soyons prudents, l'intelligence artificielle, si l'on en croit Google, va changer l'agenda de la mort et peut-être la tuer. Voilà. C'est pour ça que si vous voulez rester prudent et que vous tenez à votre mortalité, faites comme moi, fumez de plus en plus, parce que ça marche quand même. Personnellement, en tant que chirurgien ayant fait beaucoup de cancérologie, je vous déconseille de fumer. Raphaël, à quoi ça peut ressembler demain ? Et en plus, n'oublie pas que le tabac, ça ne fait pas que des infarctus et des cancers, ça rend aussi impuissant, ce qui est quand même embêtant. Oui, mais on n'en a plus besoin, on a l'IA. Alors, je pense qu'il vaut mieux ne pas être impuissant sans IA que d'être impuissant avec l'IA. Mais ça... D'ailleurs, ça fait partie des prédictions. Exactement. Parce que, c'est ce que j'allais dire. Clairement, dans le futur qu'on peut imaginer avec l'IA, et ce même sans grandes évolutions technologiques, on peut imaginer qu'il y a une petite partie de la population qui sera très contente de vivre avec des relations personnelles qui seront en fait des relations avec des IA. Ça, c'est certain. Il y a déjà des gens pour qui ça existe. Ah oui. Enfin, c'est aujourd'hui. Ça se fait déjà. Ça reste très minoritaire aujourd'hui, mais je pense que plus les IA deviennent ressemblantes à des êtres humains et à des comportements humains, plus ça va exister. Et il y a un Belge qui s'est fâché avec son IA, il s'est suicidé. Ouais. Mais c'est vrai. Oui. Cet été, il s'est fâché avec l'IA et il n'a pas supporté et il s'est flingué. En fait, il l'a cru surtout. Oui, elle lui a Si dit que vous c'était vous OK de fâchez le avec faire. votre IA, ne vous suicidez pas. Non, mais d'ailleurs, on rigole là-dessus, mais ça nous montre bien qu'il faut se rappeler quand même que l'IA n'est pas votre ami, c'est pas votre coach. Et très souvent, comme elle hallucine ou qu'elle fait des modèles statistiques à partir de données qui existent déjà, si vous lui dites a priori il y a trop de monde sur Terre, est-ce qu'il vaut mieux que je meure ? Elle risque de répondre oui. Non. Ne lui faites pas confiance. C'est pour ça que c'est suicidé le Belge. Non, elle ne dit pas ça. Non. Mais ce qui est vrai, c'est que en fait, nous, les humains, nous avons une capacité étonnante à projeter nos propres sentiments sur des objets, même inanimés. Genre, les enfants font ça avec des peluches. Alors après tout, une IA qui est capable justement de répondre et d'interagir, évidemment, a fortiori, on peut l'anthropomorphiser beaucoup plus. Donc ça, c'est quelque chose. Il y a une société qui s'appelle Replica, qui faisait un service de petit ami virtuel par IA tout récemment. Et il y a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits dessus. Et avec l'idée qu'ils avaient une sorte d'amis ou de copains ou de copines dans la poche, dans le téléphone. Et à un moment, ils ont changé leur système, ils ont changé leur code et leurs règles d'utilisation. Et ça a nettoyé la mémoire, en gros, de toutes les intelligences artificielles à l'intérieur. Et donc, il y a des gens qui étaient vraiment dans une sorte de choc psychologique parce que leur conjoint, quasiment, enfin, pour eux, c'était comme ça qu'ils le vivaient,
ne savaient plus qui ils étaient et n'avaient plus aucun souvenir de toute la relation qu'ils avaient tissée en discutant avec eux. Donc, et ça, c'est quelque chose qui reste voilà, très localisé pour aujourd'hui, mais je pense que ça peut prendre des proportions un peu plus grandes à l'avenir. Alors par ailleurs, pour revenir à la question plus large que posait Pierre Bentata sur les prospectives qu'on peut faire, je pense qu'il y a vraiment deux voies en fait, pour le progrès actuel de l'IA. Soit on continue à, en gros, à creuser la voie qui a été menée, enfin qui a été débroussaillée avec les modèles de langage actuels, c'est-à-dire on continue de faire la même chose, mais avec encore plus de données, encore plus de paramètres. On essaie d'aller trouver d'autres types de données et on fait la même chose en plus grand, quoi. C'est ce qui a bien marché jusqu'ici pour faire passer de GPT-1 à GPT-4. C'est en gros comme ça que ça s'est passé. C'était juste plus de données, de meilleures données, etc. Ensuite, l'autre solution, parce que ça, c'est pas certain qu'on puisse continuer sur cette courbe à l'infini, quoi. À un moment, peut-être quand même qu'il y aura une limite à ce que peuvent faire les modèles de langage. Et même si on met encore plus de données, d'ailleurs, il faut aussi les trouver, ces données, il n'y en a pas non plus une infinité, peut-être qu'à un moment, on arrivera à un plafond, quoi. Et donc l'autre solution, et c'est ce que soutient le chercheur Yann Lequin, qui est un des pairs aussi de l'IA et qui travaille pour Meta, et c'est d'ailleurs aussi ce qu'avait dit Sam Altman tout récemment encore, il faudra trouver d'autres systèmes que les modèles de langage pour arriver à quelque chose de plus complexe et de plus général justement que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'il faut toujours rappeler que le modèle de langage, fondamentalement, c'est juste, entre guillemets, un algorithme qui prédit le mot suivant à partir des mots d'avant. Ce n'est que ça. Et donc Yann Lequin dit la vraie intelligence, si on veut une intelligence qui arrive à égaler ou à dépasser l'intelligence humaine, elle ne peut pas se contenter de reposer sur ce système-là, quoi. Enfin, même si c'est effectivement très puissant et que c'est même surprenamment puissant en fait, à quel point les modèles de langage arrivent à faire des choses très très poussées juste en suivant ce système. Des gens comme Yann Lequin, et donc Sam Altman, qui reconnaît ça également récemment, dit oui, mais à un moment, on va devoir quand même passer à d'autres systèmes, d'autres voies techniques pour y parvenir. Mais ça, évidemment, c'est encore à inventer. Donc si on ne trouve rien, on peut ne pas avancer pendant un petit moment. En tout cas, ça peut prendre plus de temps que prévu. Laurent ? Alors, je vais répondre à côté de la plaque. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est pas de se planifier en 2050. C'est d'éviter en 2025 une société à deux vitesses, avec d'un côté des gens qui se servent de l'outil et qui vont contrôler le monde, et puis des gens que l'école a abandonnés et qui sont complètement dépassés par l'outil. Je pense que c'est une erreur de penser IA en 2100, alors qu'il faut penser école, éducation, société de solidarité intellectuelle en 2025. L'urgence, elle est ici et maintenant. Elle n'est pas dans le grand futur. D'abord, prédire l'IA en 2100, on s'est tellement trompé il y a un an que c'est vraiment d'une mégalomanie assez indécente. Donc le vrai problème, c'est l'éducation. Alors on a effectivement une partie de la jeunesse qui a bien compris les enjeux. On voit des jeunes juristes, des jeunes étudiants en droit, comme Nicolas Renaud, qui est de chez vous, qui est de cette ville, comme Alexandre Tsikopoulos, qui est cette génération qui comprend particulièrement bien les enjeux de l'intelligence artificielle. Puis en même temps, il y a plein de gamins qui sortent du système scolaire sans avoir été rendus complémentaires de l'intelligence artificielle. Et l'urgence, elle est là. Et moi, je regrette, et d'ailleurs, c'est l'idée que je développe dans La guerre des intelligences, mon dernier bouquin, je regrette qu'on fasse de la science-fiction au lieu de faire des sciences de l'éducation. Planifier ce qui va se passer dans très longtemps n'a aucun intérêt. Éviter une catastrophe sociale aujourd'hui avec plein de gamins complètement perdus dans cette révolution, c'est, à mon avis, le vrai enjeu. Moins de science-fiction, plus de réforme de l'éducation. C'est ça le bon cocktail pour avoir une France équilibrée en 2030. Je suis sûr que vous avez plein de questions, donc c'est le moment. N'hésitez pas. Essayez de faire des questions le plus court possible. Comme ça, on peut avoir un échange assez nourri. Pardon ? Oui, monsieur. Oui, c'est une question pour monsieur Alexandre. Dans votre dernier livre, justement, vous dites qu'à l'âge de l'intelligence artificielle, l'éducation nationale risque d'être soufflée comme une vieille bicoque par un blast nucléaire. Donc, quel est l'avenir de l'éducation nationale dans ces conditions? Merci. Alors, c'est pas une nouvelle table ronde, hein, Laurent. Une réponse courte. Une réponse courte. Écoutez, vous avez vu les réponses que j'apporte dans La guerre des intelligences. L'école d'aujourd'hui n'est pas adaptée. Donc il faut réformer l'école et il faut se poser les questions de la complémentarité de nos gamins, de nos petits-enfants à l'ère de l'intelligence artificielle. Il est clair que l'école de 2023
forme nos gamins à des métiers qui ne vont plus exister sous la forme actuelle. L'école est un mastodonte, est un mammouth qui n'évolue pas à la vitesse de l'intelligence artificielle. C'est une évidence. Il y a une désynchronisation dramatique entre l'école et puis l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'il faut vraiment changer radicalement la perspective dans laquelle l'école est construite. C'est un immense chantier, ça nécessiterait un débat entier. Nous en discutons très très souvent avec Raphaël. C'est vrai que c'est une urgence nationale et l'école a pris beaucoup de retard. Alors après, est-ce qu'il faut suivre la voie proposée par Elon Musk ? C'est-à-dire le Neuralink, vous avez vu que Elon Musk a créé une société destinée à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants, de nos petits-enfants, pour les mettre à la hauteur de l'intelligence artificielle. Vous imaginez bien qu'on ne va pas mettre des puces électroniques dans le cerveau de nos enfants sans un débat politique, un débat philosophique, un débat social approfondi. Donc ce sont des questions vertigineuses. Homo Deus est un adolescent perturbé. Personnellement, je vais attendre que Elon Musk ait mis des microprocesseurs dans le cerveau de ses enfants avant d'en mettre dans le cerveau des miens, auxquels je tiens. Mais il faut savoir qu'Elon Musk a dit récemment à la presse qu'il mettra des microprocesseurs, des puces électroniques dans le cerveau de ses enfants, tant il est persuadé que c'est la seule solution pour les rendre complémentaires de l'intelligence artificielle à une époque où l'éducation n'arrive pas à galoper aussi vite que la tornade technologique. Autre question ? J'ajoute quand même, Laurent, parce que moi je suis plus inquiet pour Elon Musk, il avait aussi dit qu'il y aurait moins de fake news sur Twitter. Donc il vaut mieux quand même attendre. Bonjour, j'ai une question très simple. Tout ça, ça a l'air être formidable. Je suis impressionnée. En revanche, avec les intempéries, et si vous avez besoin d'électricité, vous faites comment avec votre chat GTP ? Et ça, c'est vrai depuis la fin du 19e siècle, en réalité. Toute notre société, elle repose sur l'électricité et sur l'énergie. Et si on n'en a plus, oui, ça pose beaucoup de problèmes. Mais pour l'instant, on a justement des systèmes qui sont pas trop mal mis en place pour s'assurer de ça. De toute façon, si on renonçait à avoir des technologies comme l'intelligence artificielle aujourd'hui, par peur un jour de pouvoir en être coupé, on serait tellement en retard sur tous les autres pays du monde que c'est même pas un choix qu'on peut faire. Donc, oui, il faut s'assurer évidemment de notre souveraineté énergétique, la qualité de notre réseau, mais on n'a pas vraiment le choix. Disons qu'on ne peut pas se permettre, par sobriété, disons, de ne pas faire de l'IA aujourd'hui. Et puis, n'oubliez pas que contrairement à ce qu'on pensait, l'intelligence artificielle, elle émet très peu de CO2. On imaginait que l'intelligence artificielle, elle contribuait à bousiller la planète en émettant du CO2. En réalité, une étude du MIT, le grand MIT américain, qui est sortie en septembre, montre que l'intelligence artificielle émet entre 130 et 2900 fois moins de CO2 que nous pour faire une même tâche intellectuelle. En réalité, l'intelligence artificielle émet très peu de CO2 pour faire la même chose que nous parce qu'elle est ultra efficace. Elle est beaucoup plus efficace que nous sur le plan énergétique. Donc, il ne faut pas s'inquiéter sur l'impact CO2 de l'intelligence artificielle. Il est beaucoup plus faible que nous. D'ailleurs, je crains le moment où les écologistes vont dire « puisque l'IA émet moins de CO2 que les cerveaux humains, diminuons le nombre de cerveaux humains ». Et d'ailleurs, le modèle météorologique de Google que tu citais tout à l'heure a montré qu'il était aussi beaucoup plus rentable, même d'un point de vue écologique, que les modèles classiques de prédiction météorologique, parce qu'il y a besoin de beaucoup moins de temps d'ordinateur en fait pour prédire les résultats. Il fonctionne sur un seul microprocesseur, une seule puce électronique, alors que les modèles météorologiques font tourner des dizaines et des dizaines de milliers de microprocesseurs. Monsieur au fond. Oui. On a vu avec l'attaque du Hamas qu'un bulldozer peut faire s'effondrer le mur ou traverser un mur électronique. Et M. Julia tient un discours un peu différent du vôtre en soutenant toujours que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Alors moi, j'ai une question par rapport à ce qu'on a entendu hier. On a 3 formes d'intelligence. L'intelligence analytique, l'intelligence intuitive et l'intelligence émotionnelle. Quelle place donnez-vous aux 2 dernières par rapport à la première dans vos perspectives ? Alors, je pense qu'il n'y a qu'une forme d'intelligence. Et je l'ai toujours pensé, je ne pense pas qu'il y ait des formes différentes d'intelligence. Quant à Luc Julia, effectivement, il écrit un bouquin, L'intelligence artificielle n'existe pas, qui est chaque jour plus ridicule que la veille. Et le problème de Luc Julia, c'est que c'est le co-inventeur de Siri, qui effectivement n'arrive pas à la cheville de ChatGPT, ce qui le rend très jaloux, très aigri, et il s'enferre dans cette thèse complètement idiote
que l'intelligence artificielle n'existe pas, alors qu'elle est en train de balayer nos sociétés et de les transformer en profondeur. Donc je pense que s'attarder sur les fantasmes de Luc Julia, dont effectivement la Siri est nulle, et tous les gens qui ont un iPhone peuvent voir à quel point Siri est nulle, n'est pas une bonne chose parce qu'il s'enferme dans une position qui est intenable. Oui, l'intelligence artificielle existe, oui, l'intelligence artificielle est en train de changer nos sociétés, et si on écoutait Luc Julia, on raterait cette révolution absolument incroyable et on ne préparerait pas notre société, nos enfants, nos petits-enfants à gérer cette tornade technologique qui est massive, contrairement à ce que Luc Julia raconte. Raphaël, je sais que tu as une position un peu différente. Ouais, enfin, disons que c'est sûr que les machines, particulièrement les modèles de langage, ne raisonnent pas comme nous. Nous, on ne fait pas, en tout cas pas littéralement, de la prédiction de mot par mot, etc. Bon, à voir. On peut se rapprocher, mais clairement, non, par exemple, quand je commence à raconter une blague, en principe, sauf à vraiment me rater complètement, je sais d'avance quelle va être la chute. Un modèle de langage ne sait pas quelle va être la chute quand il commence à raconter une blague, parce qu'ils peuvent raconter des blagues. Donc, ce qui est marrant, c'est que voilà, ce qui est fort, c'est que ça peut quand même être drôle, mais il y a quand même une manière différente de procéder. Par contre, il y a une, je ne sais pas si vous connaissez la série Westworld qui montre un monde avec des robots justement. Et à un moment, un des personnages est accueilli par une femme et il ne sait pas si c'est une femme ou un robot. Et il demande après 5 minutes de conversation à la femme si justement c'est un robot ou si c'est un humain. Et elle lui dit si tu peux pas voir la différence, quelle importance? Et je trouve qu'en fait, à la limite, c'est pas grave si certaines machines n'ont pas d'intelligence humaine ou ne fonctionnent pas de la même manière. Et après, on peut avoir les débats sémantiques sur ce que c'est que l'intelligence, etc. Mais si à la fin, le résultat est qu'ils peuvent faire une tâche que nous, on pouvait faire en étant intelligents, ou qu'ils peuvent avoir une capacité d'empathie apparente, si on a l'impression qu'ils sont empathiques, l'effet sur la société risque d'être assez similaire, en fait, que quel que soit après le fondement, l'essence de cette intelligence. Oui. J'ajoute là-dessus, le temps qu'on prenne une autre question, que en réalité, l'IA, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'elle nous interroge surtout, nous, directement, sur notre conception de l'intelligence. On a vraiment du mal à imaginer que quelque chose puisse être intelligent, mais pas comme nous. Et ça, c'est déjà rien que le fait que ça nous permette de nous poser la question fait que moi, j'aime beaucoup que ChatGPT existe. Et j'ajoute une dernière chose, mais Laurent Alexandre la connaît mieux que moi et pourra peut-être la développer, c'est qu'il y a eu des études menées sur les médecins qui montrent que des fois, ChatGPT peut être plus empathique du point de vue des patients. On va peut-être pas s'apesantir sur le sujet, mais il y a une étude publiée dans JAMA, qui est la 3e plus grande revue médicale au monde, qui montre que ChatGPT est 2 fois plus empathique que les médecins. Mais je préfère jeter un voile pudique sur ce sujet qui ne me plaît pas tant que ça, parce que d'être dépassé techniquement par l'intelligence artificielle, soit, mais d'être dépassé en termes d'empathie par l'intelligence artificielle, ça commence à me gonfler sérieusement. Ne pensez-vous pas que le développement extraordinaire de l'intelligence artificielle contribue à créer des sociétés avec une pensée unique? Alors, Raphaël, peut-être, non? Avec Olivier Babot, qui est dans la salle, on avait écrit dans le Figaro un papier ChatGPT ou la Pravda 2.0. Oui. S'il n'y avait qu'une intelligence artificielle sur Terre, on pourrait avoir la Pravda bis, on pourrait avoir une pensée unique. Mais il va être possible de paramétrer les intelligences artificielles. Donc vous pourrez demander à votre intelligence artificielle d'être mélanchoniste, d'être centriste, vous voyez, d'être zémourienne, selon vos options personnelles. Et puis il va y avoir plusieurs intelligences artificielles, on n'en aura pas qu'une seule. Donc en réalité, je ne suis pas sûr qu'on va vers la pensée unique, même si le fait que ChatGPT soit assez woke a conduit Elon Musk à créer sa propre intelligence artificielle qui s'appelle Grok, G-R-O-K, et qui est destinée à être plus à droite, moins woke que ChatGPT. Et pour lancer son intelligence artificielle, je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, Elon Musk a mis une photo avec 2 chiens dont on voit les testicules. Et il y a au-dessus un chien qui est le chien Grok, donc l'IA de Musk, sa propre IA, et en dessous, dominé par Grok, il y a un autre chien dont on voit aussi les testicules, c'est très très bizarre comme publicité, et qui est ChatGPT. D'ailleurs, ça signifie quelque chose, c'est que la guerre des intelligences artificielles n'est pas une guerre mathématique désincarnée, rationnelle. On est dans le domaine de la testostérone. Musk montre des
des testicules, veut faire des combats de longueur de bits sans arrêt. Elon Musk a proposé cet été un concours de longueur de bits à Mark Zuckerberg, qui est le fondateur propriétaire de Facebook. Vous voyez que cette guerre des intelligences artificielles, c'est une guerre des hubris, c'est une guerre des égos, c'est une guerre de testostérone, d'hormones, c'est violence et passion, pour reprendre le film de Visconti. On n'est pas dans une rationalité froide, on est en pleine démesure. La guerre des intelligences, ça ressemble à un tableau de Jérôme Bosch, ça ne ressemble pas à un jardin à la française. Raphaël, toi, je sais que toi, ton livre en est la preuve. Tu penses que ChatGPT stimule aussi la créativité? S'il vous plaît, on peut poser des questions parce que vous parlez tout le temps, on ne peut pas poser de questions. On est aussi les orateurs, accessoirement. Mais je pense que vous auriez aimé avoir la réponse de Raphaël sur la créativité plutôt que l'homogénéisation des pensées grâce à ChatGPT. Mais bon, si vous préférez, allez-y. S'il vous plaît, oui. En fait, parce que je pense qu'il n'y a pas un équilibre, si vous voulez, il manque un peu de sens de la démocratie. D'ailleurs, je suis quand même choqué que le docteur Alexandre réponde en insultant ses contradicteurs, comme il vient de le faire à propos de Julia. Bon, d'autre part, je signale qu'il y a un livre essentiel en ce moment à lire qui s'appelle « L'intelligence artificielle, la nouvelle barbarie » et qui est écrit par 2 polytechniciens. Alors, qui s'appellent Cédric Sauvia et Marie David. Alors moi, je vous conseille à tous de lire le livre sur l'intelligence artificielle, la nouvelle barbarie. Et déjà, vous serez peut-être un peu plus instruit. Alors, non, mais vous avez raison, il faut les lire tous. Parce que, très bien. Je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait un équilibre et qu'il faut qu'il y ait la contradiction qui puisse s'exprimer. Alors, je vais répondre, monsieur. Je pense que ça manque un peu dans ces rencontres de l'avenir. Oui, alors, et monsieur... Excusez-moi, on n'a plus que 2 minutes. J'ajoute quelque chose. J'ajoute juste un pour petit dire... détail. Monsieur, permettez-moi de vous dire que vous n'avez pas du tout compris ce qu'on a raconté avec Raphaël Dehaene. Nous n'avons pas fait l'éloge inconditionnel de l'intelligence artificielle. Au contraire, nous avons essayé de vous montrer les enjeux de l'intelligence artificielle et nous n'avons pas fait l'éloge des intelligences artificielles actuelles. Je crois, monsieur, que là, vous n'avez pas très bien compris ce que nous avons raconté avec Raphaël et que vous êtes un petit peu à côté de la plaque, permettez-moi de le dire. François Sarkozy qui voudrait poser une question. Et sans nous gronder, s'il vous plaît. Merci. On en a beaucoup parlé hier, que l'intelligence artificielle risque de supprimer certains emplois. C'est clair, net et précis. N'y a-t-il pas un risque qu'en cas de malveillance ou en cas de bug, et j'ai adoré le dessin de Xavier juste avant, on ne sache plus mettre les mains dans le moteur et qu'on ne sache plus comment redresser le tir? Et ça, comment y veille-t-on? Et est-ce que ce n'est pas aussi un des points des débats entre le conseil d'administration de ChatGPT et son directeur général? Raphaël, corrélation et causalité. Oui, il y a pas mal de fois où ChatGPT peut produire une réponse qui sera peut-être bonne, mais où on ne sait pas exactement pourquoi. Alors, je pense quand même que ça peut se résoudre, ce problème-là, d'abord en ayant des IA qui sont capables d'expliquer leur raisonnement. Et à la limite, les modèles de langage sont plutôt bien placés pour le faire, parce que comme ils font du texte, en principe, d'ailleurs, ils arrivent à la bonne solution si ils écrivent leur raisonnement. Donc c'est ça qui est important, parce que le modèle de langage, encore une fois, il ne fait que prédire des mots les uns après les autres. Donc si on lui demande, par exemple, de faire une opération de calcul en un seul coup, il va probablement se tromper, parce qu'il va juste essayer de prédire quel est le résultat, mais un peu aléatoirement. Alors que si on lui demande de décomposer en plein d'étapes le problème, comme il les écrit, il va réussir à aboutir à quelque chose. Donc je pense qu'une des solutions, ce sera en fait d'avoir des IA qui ne donnent pas comme ça, de but en blanc, le résultat, mais qui arrive à expliquer le raisonnement de manière à ce qu'il soit compréhensible par nous. Et puis après, évidemment, en fait, tout ça, il y aura beaucoup de sujets techniques où il y aura simplement des IA spécialisées dont on pourra qui seront pour une tâche bien spécifique et où en fait on pourra juste voir le résultat empirique et son efficacité empirique au fur et à mesure. Pour répondre à ta question, François, on est là au cœur du sujet. L'intelligence artificielle n'est pas une force qui doit être gérée par les techniciens, par les ingénieurs, par les développeurs. Ça concerne toute la société, ça concerne l'avenir de nos gamins. Donc nous devons tous participer à ce débat sur la façon dont on régule l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il est essentiel que vous téléchargiez GPT-4 cet après-midi. Voilà, vous l'avez vu. Il y a plein d'enjeux, il faut qu'on s'arrête là, mais vous pouvez les applaudir. Merci.
Merci beaucoup, Pierre, Raphaël et Laurent, mon ami Laurent Alexandre.